Up a rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film qui sort, on enregistre le 13, il sort dans 2 jours, il sort le 15 mars. Un film distribué par Survivance. D'ailleurs, je tiens à saluer et remercier Emmanuel Vernière et Guillaume Morel de Survivance. Le film s'intitule À pas aveugle. Son titre a beaucoup d'importance. On va en parler pendant l'émission. Et son réalisateur est Christophe Cognier. Je suis très content parce que il ne le sait pas, mais en tout cas, je suis ses travaux depuis un certain temps. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur la chaîne pour parler de certaines questions liées au rapport à l'image, moi qui me poursuis depuis très longtemps, donc je suis vraiment content. Comment allez-vous? Merci. Oui, ça va, je vous remercie. Ouais, vous vous attendiez pas à ce que je dise ça, mais c'est vrai que voilà, c'est pas votre premier film, faut le savoir, donc c'est pour ça que parfois il peut arriver qu'un journaliste vous dise je connais vos travaux. Ça, en l'occurrence, c'est le mien. Première question très basique, très basique, certes, mais c'est intéressant pour comprendre un peu aussi pourquoi vous avez fait ce film, même si c'est un lien avec les précédents, ne serait-ce qu'au rapport à l'image. Je vais juste reprendre les 2-3 phrases du synopsis qu'on trouve dans le dossier de presse. Dans des camps de concentration et d'extermination de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de déportés ont risqué leur vie pour prendre des photos clandestines et tenter de documenter l'enfer que les nazis cachaient au monde. Donc je m'arrête là pour le synopsis. Et j'aimerais savoir maintenant, vous, même si vous avez déjà effectivement, enfin voilà, cette période est importante pour vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ces photographies dont vous connaissiez déjà l'existence, mais de travailler là-dessus, sur cette base-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Alors, sur les photographies, donc c'est mon 4e film sur le sujet des images des camps, et en particulier les images, ce qui m'a intéressé moi, c'est les images produites par les déportés depuis l'intérieur des camps, c'est-à-dire toutes les images clandestines. Mes 3 films précédents étaient sur les dessins clandestins faits dans les camps, et celui-là donc est sur la photographie. Et en travaillant sur les films précédents, j'avais rencontré la majeure partie de ce corpus photographique qui m'a occupé pour ce dernier film, pour À pas aveugle, et intuitivement je les avais pas intégrés dans cette question de l'image des camps, sans trop savoir pourquoi. Et un jour, je vais à la présentation d'une revue dirigée par Yannick Enel sur un écrivain que je connaissais pas, qui s'appelle Leib Rochman, qui est un écrivain juif qui écrit en yiddish, qui a écrit un livre qui s'appelle À pas aveugle de par le monde, qui est le récit de son errance. Alors lui n'a pas été déporté, mais enfin a fui la Shoah, de son errance et de ses réflexions sur la condition juive et sur la Shoah. Et ce titre a fait tilt un peu en moi, où je me suis dit, mais qu'il y a une différence entre dessin et photographie qu'on peut exprimer en quelques mots. C'est-à-dire que pour faire un dessin, il faut avoir vu, mais on n'est pas obligé d'être devant le sujet quand on fait le dessin. C'est-à-dire que beaucoup des artistes que j'avais rencontrés avaient mémorisé les formes, par exemple, d'un pendu sur la place d'Appel, et avaient dessiné la pendaison le soir dans le bloc, par exemple, euh, en secret, et de leurs camarades d'ailleurs, et évidemment des SS. Alors que la photographie, c'est le contraire. C'est-à-dire, pour faire une photographie, il faut être devant le sujet, sinon il faut être physiquement présent devant le sujet. Par contre, on n'est pas obligé de regarder. Et on peut faire une photo en fermant les yeux. Et je me souviens d'un des photographes dont il est question dans le film, qui s'appelle Georges Angéli, que j'avais rencontré, qui est mort en 2010, qui était un Français qui vivait à Châtellerault, qui avait fait ses photos à Buchenwald en cachant son appareil sous son coude, comme ça, et sans viser, du coup, mais qui avait fait ses photos avec son corps et pas avec son regard, d'une certaine façon. Et donc j'avais en mémoire cette pratique, enfin la façon dont Georges avait fait ces images, et je me suis dit, là il y a un deuxième film à faire après celui sur les dessins clandestins, puisque on inverse d'une certaine façon la question du corps, de l'image, et il fallait ramener la photographie à sa dimension d'acte,
C'est-à-dire une photo, c'est à la fois une image et un acte. Et l'acte, c'est comment on fait la photo. Et une photo est à la fois la trace de évidemment de l'image qui est imprimée, mais aussi la trace de la rencontre entre un photographe et un sujet. Et la trace d'une rencontre entre un photographe et un sujet, c'est une petite histoire à chaque fois. Il fallait raconter comment on trouve l'appareil, comment on fait les repérages, comment on se cache et comment on arrive à faire la photographie. Après, comment on arrive à sortir la pellicule du camp et à la développer. Donc tout ça, ça te faisait une dramaturgie. Donc corps, image, regard, aveugle, dramaturgie, ça faisait un film en fait. Et je me suis dit, voilà, il y a un autre film à faire sur ces questions-là. Donc voilà comment, après comment dire, ces films précédents et cette réflexion précédente, j'en suis venu à faire ce dernier film. Et d'ailleurs, en faisant ce film, le projet est tombé dans l'oreille d'un éditeur au Seuil, et donc j'ai écrit un livre sur ces images pendant que je préparais le film, et au moment du tournage, j'ai achevé l'écriture du livre, et je me consacre pleinement au film. Voilà, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'on a cette sensation un peu trompeuse, hein, complètement trompeuse, qu'il n'y aurait pas de point de vue. Alors que là, pour le coup, il y a vraiment un point de vue, même si là, en plus dans le film, vous montrez comment cela s'est passé avec les journaux et tout. Donc ça aussi, on va peut-être parler des gestes. Les gestes qui ont été faits et les gestes que vous repreniez. Je pense que c'est très important, ça on va en parler dans quelques minutes. Mais ce rapport au point de vue, je trouve qu'il est crucial dans ce film. Bah, toute ma question, moi, vraiment, depuis 20 ans, c'est le point de vue des déportés. C'est leurs images. Quelles sont leurs images? On a vu dans l'imagier qu'on a à l'intérieur tous de nos consciences, qui concerne l'univers concentrationnaire et qui concerne la Shoah, on s'est constitué avec les images qu'on a vues. Et les images qu'on a vues jusqu'à le plus couramment, c'est soit les images faites par les armées de libération et les journalistes qui les accompagnaient. Donc c'est des images de 45 à la libération des camps, qui ont des buts. Les armées, les services cinématographiques des armées et photographiques des armées avaient des buts de guerre en faisant les images, donc il fallait documenter les crimes SS pour préparer les procès. Il fallait montrer à quel point l'armée allemande et les SS avaient commis des abominations. Donc, je dis pas que c'est pas légitime, hein, mais évidemment que c'est très légitime. Mais ça a des buts. Ce sont des images qui ont des buts. Et d'ailleurs, il y a des déportés qui se sont plaints de la façon dont ils étaient photographiés et filmés par ces armées, parce qu'ils n'étaient pas forcément photographiés en situation digne, en fait. Et les autres images qu'on a vues, c'est évidemment celles faites par les SS. Et là, il n'y a pas besoin de développer qu'elles avaient évidemment des buts très particuliers. Mais les images faites par les déportés en 43, en 42, en 44, dans des endroits moins vus que ceux faits par les Alliés, d'une certaine façon, on ne les avait pas dans notre conscience, on ne les avait pas regardés. Donc tout mon travail a été de chercher ça, en fait. Et évidemment, ces photographies particulièrement, qui sont très rares, qui sont exceptionnelles, c'est tellement inouï d'arriver à faire des photos, parce qu'évidemment, faire une image, on est tout de suite puni à mort si on est découvert en faisant une image. Donc c'est exceptionnel d'arriver à faire une image. Mais ces images sont leur point de vue à eux, sont leur regard à eux. Alors c'est des regards empêchés, c'est des regards. On peut pas faire une photo tout le temps. Il faut de la lumière pour faire une image. Il faut ne pas être surpris évidemment par les SS. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas photographier par définition. Mais c'est quand même leur point de vue, c'est quand même leur regard. Et ces images nous renseignent autant sur ce point de vue, effectivement, des photographes, que sur ce qu'elles désignent. Et c'était ça le sens de mon travail. De le resituer, de le comprendre, de l'appréhender, tout simplement. Je me souviens, ces photos-là, elles ont été redécouvertes en quelle année exactement? Ça dépend, les photos. Alors, parce que là aussi, hein, dans ces occurrences, à chaque fois, il y a une histoire particulière, une histoire différente, et on peut pas faire de généralité. Donc, à chaque fois, il faut un peu déplier et décliner les images. Donc, celle de Georges Angéli, par exemple, c'est lui-même qui les a sorties de camp à la Libération. Il les a développées lui-même, et il les a montrées
à ses camarades et aux gens qui étaient autour de lui, qui ont fondé l'association des rescapés de Buchenwald. Et voilà. Les images faites par Rudolf Cizar, qui est donc un Tchèque qui a une quarantaine d'années, qui fait des images à Dachau. On en connaissait une petite partie que lui-même avait montré, parce qu'il a survécu lui aussi après la guerre, mais j'en ai découvert par exemple aux archives de Prague, qui n'avaient jamais été vues depuis la mort de Cizar, donc que les historiens, la communauté de la mémoire de l'univers concentrationnaire a découvert avec mon livre et avec mon film. J'en ai découvert une trentaine, il y en avait une vingtaine qui étaient connues de sa part. Les images de 3 femmes, il y a 5 photos de 3 femmes faites à Ravensbrück qui sont des victimes des expériences médicales SS, étaient très peu connues. Elles étaient un petit peu connues en France, un petit peu aux États-Unis, mais elles circulaient très peu. Et puis les images les plus célèbres, je vais pas toutes décliner, mais les images les plus connues, c'était les 4 photographies qui ont été faites par des membres du Sonderkommando et par Alberto Herrera autour du crématorium 5 de la zone de mise à mort de Birkenau. Et ces images-là sont connues puisqu'elles font partie dès 1945 des pièces du juge d'instruction, du juge Zen, qui prépare les procès à venir, dont celui de Nuremberg, et puis qui vont circuler, et que la plupart d'entre nous avons vu, parce que c'est des images qui ont été reprises dans des films, dans des livres, voilà, qui racontaient la Shoah. Donc elles ont vraiment des célébrités, des fortunes diverses, toutes ces images. Ces quatre photos que vous évoquez, on les trouve à la fin. C'est à la fin, c'est le dernier grand segment du film. Et pratiquement à la fin, il y a ce texte où vous expliquez que ces photos-là ont été prises avant, après, alors je cite, hein, mais pas l'instant du crime, l'instant entre parenthèses, ni son lieu, impossible image. Alors, moi, ça me fait rappeler ou alors peut-être que j'ai de très mauvais souvenirs, mais ça me fait rappeler une interview de Jean-Luc Godard qu'il avait accordée aux Inrecuptibles. Je pense que c'était pour le dernier volet d'Histoire du cinéma, je crois. Il faudrait vérifier. Où il parlait de ça. Il parlait du rapport à l'image concernant les nazis. Et il disait en gros qu'ils avaient ce souci de tout filmer, de tout photographier, de tout filmer. Et je crois même qu'il est dit à un moment, il est probable qu'ils aient même pu filmer, non pas le avant ou l'après, mais pendant. Et ça, c'est la grosse question qui est devenue même parfois une espèce de légende urbaine. Et quand j'ai vu ces 4 photographies, quand j'ai vu le travail que vous faites aussi par rapport à la reconduction photographique, ça on va en parler aussi après. Cette question est-ce que c'est une question qui vous a déjà frappé, à laquelle vous êtes déjà posé la question, est-ce qu'il y a des films, est-ce que ça existe, que les nazis aient pu faire ça? Alors, c'est une question que je développe dans mon livre, en fait, parce qu'il faut un peu de temps pour vraiment la déplier d'une certaine façon et dire ce qu'elle implique, en fait. C'est une bravade de Jean-Luc Godard pour lequel j'ai une admiration immense, mais moins sur ces questions-là. Parce que ça et là-dessus, Lanzmann lui a répondu de manière extrêmement forte en disant mais si une telle image existait, je la brûlerais. Oui, c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec Lanzmann là-dessus, puisque voir quelqu'un en train de mourir à son insu est inregardable. C'est-à-dire, je pense qu'une telle image ne pourrait pas exister. Mais de toute façon, il y a d'abord ce fantasme que les SS photographiaient tout. Alors, il y a beaucoup plus d'images que ce qu'on a dit à un moment donné faites par les SS, mais ces moments-là n'ont sans doute jamais existé. Il y a aussi une raison pratique qui est que dans les chambres à gaz, il y avait sans doute pas assez de lumière au moment de l'exécution pour être très trivial et très concret. Pour filmer ou photographier. En tout cas, ça aurait demandé un appareillage particulier, en fait, qui aurait été en soi abject de toute façon. Donc, encore une fois, même si ça existait, on aurait pu le regarder. Puis c'est un peu ce fantasme qu'il y a eu, que partage Didier Huberman en partie dans le livre qu'il a consacré à ses photographies, qui s'appelle Images malgré tout.
qui aurait une sorte d'image absolue, de la Shoah, qu'il faudrait chercher, une sorte d'image qui, à elle seule, ramènerait tout ce qu'a été la Shoah. Et cette croyance, c'est une sorte de fantasme qui, en avis, est un peu dangereux, puisque ça ouvre la voie au révisionnisme qui dirait que s'il n'y a pas d'image, c'est que ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, si on a besoin d'une image pour prouver que ça a eu lieu et qu'on ne trouve pas d'image, ça voudrait dire que ça n'a pas eu lieu. Or, tout mon travail est contre ça et se fait en dehors de cette question-là. C'est-à-dire que moi, je me suis servi au contraire du savoir existant, des historiens, des témoins faits depuis 80 ans, depuis la libération des camps jusqu'à maintenant, pour regarder les images. Donc, je n'attends pas des images un savoir, ou je n'attends même pas des images une preuve. C'est parce qu'il y a ce savoir, parce que ça a eu lieu d'une certaine façon, que je peux les regarder. Et qu'est-ce que font les images une fois que je sais ça? Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Elles nous apportent une connaissance sensible, non pas une connaissance intellectuelle, non pas une connaissance juridique, mais une connaissance sensible de ce qui s'est passé. Et la connaissance sensible, elle est très précieuse parce qu'elle touche nos affects et nos émotions et nos sensations. Mais une fois, c'est-à-dire qu'après que Shoah a été fait, qu'après que tout le travail des historiens a été fait. Ce qui fait que pour moi, l'image photographique a non pas un pouvoir de preuve, mais un pouvoir d'attestation. C'est quoi la différence? C'est une théorie, si vous voulez, que je propose, hein, c'est pas, il faudrait la développer. La différence entre preuve et attestation, c'est que l'attestation, elle vient après la preuve qui est apportée par quelque chose d'autre. Elle dit oui, ça a bien eu lieu. Hein, c'est un peu ça pour moi ce qu'apportent ces images, en fait. Hein, ça s'approche. La deuxième chose par rapport à ce que disait Godard de ces images, c'est que Godard parlait du point de vue des SS, alors que là, nous, on a le point de vue des déportés. Et ce qui est fascinant dans au moins deux de ces images, c'est qu'elles sont faites depuis l'intérieur d'une chambre à gaz, dans lequel il y a eu une exécution. Les corps ont été sortis, et depuis cet intérieur de chambre à gaz, on voit les membres du Sonderkommando, dont c'était une partie du travail, de prendre ces corps pour les mettre dans une fosse de crémation en plein air. C'est ça qu'on voit depuis l'encadrement d'une porte de l'intérieur de cette chambre à gaz. Et le fait que ce soit pris de l'intérieur d'une chambre à gaz, et c'est ce que j'essaye de dire dans le film et aussi de montrer, prouve d'une certaine façon que c'est le point de vue des déportés, puisque c'est un endroit où les SS n'allaient jamais dans les chambres à gaz. C'est d'une certaine façon le seul endroit où on était quasiment sûr de ne pas être surpris par des SS en train de faire une image, puisqu'ils ne rentraient jamais dans cet endroit, ils laissaient les membres du Sonderkommando faire ce sale boulot, d'une certaine façon, qui était celui de sortir les corps. Donc le fait même que cette image provienne de cet endroit montre le point de vue des déportés, non pas des morts, évidemment, non pas des victimes, mais des membres de Sonderkommando, c'est-à-dire de ceux qui étaient obligés de s'occuper des corps et du fonctionnement des chambres à gaz. Donc voilà un peu comment je peux répondre en quelques mots. Il faudrait développer aussi, revenir à la querelle qu'il y a eu aussi autour de la liste de Schindler de Spielberg, revenir au Travelling du capot de Rivette, cet article très important qui est sorti, revenir à l'idée du Travelling est une affaire de morale qui est prononcée par Luc Moulet dans les cahiers du cinéma à propos d'un film de Samuel Fuller et qui est repris après par Godard pour décrire un film de René. Enfin voilà, il y a toute une chaîne en fait de questions autour de la question de l'éthique et des images et du point de vue des SS et de cette espèce de encore une fois de fantasme que je trouve assez dangereux, et là je me range totalement du côté de Lanzmann, qui aurait une sorte d'image absolue comme ça. Voilà, c'est pas du tout ce que j'ai cherché, c'est pas du tout dans ce rapport à l'image que j'étais dans le film. Il y aurait plein de choses à dire, mais malheureusement, on n'aura pas tout ce temps parce que je suis très content quand même que vous ayez parlé de Luc Moulet pour cette histoire de travelling, parce que souvent on oublie, on croit que c'est Godard, et vous étiez lors d'une table ronde. Il y a aussi l'histoire de La vie est belle, qui avait creusé qui avait eu pas mal de problèmes. Mais il y a aussi il y avait aussi enfin, c'est pas un concept, c'est plutôt une idée qui s'est intégrée dans un des derniers articles de Serge Danet sur le fameux geste de la première fois. Quand les cinéastes arrivent dans les camps de concentration, les cinéastes américains, le geste, quand George Stevens va filmer ça, il le fait, c'est la première fois. Donc, il découvre en même temps qu'il enregistre. J'ai beaucoup pensé à ce petit texte qui provient du texte du Travelling
d'années dans je crois que c'était le numéro 2, le trafic numéro 2 ou 3, je sais plus. Mais j'ai beaucoup pensé à ce texte-là quand j'ai vu votre film par rapport à ce geste de la première fois. Il y a autre chose, et ça, on va en parler tout de suite, parce que ça fait partie de comment je pourrais dire ça, de la construction du film. C'est c'est la reconduction photographique. Ce qui est assez impressionnant avec ce système-là, c'est que on voit aussi, donc ça mélange deux époques, mais ce qui est encore, là où vous allez encore plus loin, c'est que vous vous permettez de montrer aussi des gens de notre époque qui sont en train comment dire, d'intégrer la photographie de l'ancienne époque. Et je trouve que c'est fascinant parce que c'est fascinant. Le mot est, je veux dire, il y a une résonance. Voilà. Il y a une résonance avec le monde dans lequel on vit. Il y aura toujours des résonances avec le monde dans lequel on vit. Et sans qu'il y ait de discours, ça dit beaucoup de choses aussi de où nous sommes, ce que nous vivons, les idées qui viennent à nous dans ce monde. Ça dit beaucoup. C'est très politique et en même temps c'est cinématographique. Je trouvais, voilà, et ce système-là, voilà, j'aurais bien voulu que vous en parliez parce que c'est très impressionnant. Oui, merci. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a reproduit les photographies sur des transparents qu'on a mis entre deux plaques de plexiglas pour aller essayer de trouver la coïncidence aux endroits où elles ont été faites. Et quand on trouvait, on les plaçait à cet endroit et on tournait avec la caméra qui faisait le point tantôt sur cette image en transparence, tantôt sur le fond et qui allait et venait comme ça, ce qui créait une sorte de superposition entre ce qui fut l'image il y a 80 ans et le site actuel. Et moi, je fais un film au présent, c'est-à-dire que comme Shoah, comme Nuit et brouillard, d'ailleurs, qui sont des films racontés au présent. Donc je laisse passer les visiteurs du camp dans l'image. Je trouve ça tout à fait. Je filmais les endroits tels qu'ils sont et tels qu'ils sont, il y a des visiteurs. En fait. Et c'est en faisant cet essai pour le film précédent avec des dessins d'ailleurs que j'ai eu une très grande émotion à un moment donné. C'est qu'une personne est rentrée dans cette transparence et à un moment donné et son corps, sa silhouette s'est confondue avec la silhouette de l'image qu'il y avait dans l'image. On ne savait plus si c'était cette dame qui bougeait ou si c'était la silhouette dessinée, parce que là, c'était un dessin qui bougeait. Et je voulais reprendre ça dans ce film en photographie. Et on a parfois ces visiteurs qui passent entre, d'une certaine façon, le décor où a été prise l'image, le site où a été prise l'image et l'image en transparence. Et ces gens qui passent entre les deux comme ça finissent par animer l'image sans effet disons, sans effet spécial, rien que par ce rapport de coïncidence et de superposition entre les points de vue. Et ça, c'est assez émouvant parfois, puisqu'on ne sait plus ce qui bouge. On ne sait plus si c'est les personnes, les silhouettes vues sur la photographie ou si c'est le fond. Et cette espèce de court-circuit temporel est pour moi une sorte de perception extrêmement forte, très rapide, très labile, qui passe comme ça, comme un éclair, mais quand même une perception extrêmement forte des camps. Et c'est ça que je cherchais. Je cherchais des visions. Moi, je fais du cinéma pour avoir des perceptions et des visions. Et cette perception-là, cette façon de mettre en scène les photographies, moi, me l'apporte en tant que cinéaste et je pense qu'elle peut l'apporter aussi au spectateur. Voilà, donc c'était un peu ça qu'on a cherché à faire. Il y a une question qu'on pose souvent, enfin qu'on a envie de poser aux écrivains, mais elle est tellement simple qu'on oublie parfois de la poser. Alors que ça pourrait être intéressant. On pourrait dire comment vous avez écrit ça, comment vous avez écrit ce. Moi, j'aimerais bien vous demander, même si c'est pas la première fois, certes, mais pour ce film, en tout cas, en l'occurrence, par rapport au sujet, par rapport aux photographies, par rapport à tout ça. Comment filmer les endroits dans ces différents camps? Comment poser la caméra alors que... Parce que là, on parle d'autre chose, c'est une autre période, c'est complètement différent, c'est une exception même dans l'histoire du... Comment on filme ça? Comment on filme tout ça? Où on se tient? D'où vient le point de vue? D'abord, dans le film, et pour moi, on peut tout faire au cinéma quand c'est explicité pour le spectateur, quand c'est clair, en fait, qu'on ne fait pas passer des vessies pour du long terme. Donc moi, ce qui me semblait important, c'était de montrer le processus de recherche
à l'œuvre dans ce film. Et donc, on me voit physiquement avec mon équipe, parce qu'on intègre l'équipe, aller chercher les points de vue. Et donc, déjà, ça, c'est un rapport éthique et politique à ce qu'est le cinéma. C'est-à-dire, on ne sait pas à l'avance par rapport au spectateur. On ne sait pas à l'avance avant de faire le film. Le film est l'exercice de compréhension et l'exercice d'appréhension, l'exercice de vision de notre rapport au monde et notre rapport au réel. Et là, en particulier, de notre rapport à la mémoire et à ces endroits, en fait. Donc, la façon que je peux répondre très simplement, c'est en montrant à l'œuvre ce dispositif, c'est en montrant l'histoire d'un regard, c'est l'histoire d'un corps, le mien, le nôtre, qui allons dans ces endroits, qu'on voit à l'image, l'histoire de ce regard et de ces corps qui vont dans ces endroits essayer de comprendre quelque chose et de voir surtout, de voir quelque chose. C'est ça en fait la façon dont on fait. Et si on le fait comme ça avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire il faut, moi j'avais regardé chacune de ces images, je les avais décrites, je les connaissais très très bien. Je suis avec des historiens qui connaissent très bien les sites. Je suis avec une équipe qui on a préparé tout ça. On a déjà répété à plusieurs reprises ces recherches qu'on fait dans le film, sauf que là j'ai les transparents, donc ça relance la discussion d'une certaine façon et ça relance son intérêt. Voilà, donc on fait quelque chose qui est à l'œuvre en fait, qui est en cours, qui n'est pas déjà fait, qui n'est pas déjà accompli quand le film commence. C'est le film qui va l'accomplir. Et on prend le spectateur à témoin avec nous en disant venez avec nous accomplir ce geste de déplacement, de regard pour essayer de percevoir quelque chose en fait. Donc la façon de filmer, c'est celle-là en fait, c'est de la mettre en œuvre, c'est de la mettre en mouvement et de la mettre en question et d'en faire un récit. Voilà, dire c'est l'histoire d'un type qui veut essayer de regarder quelque chose en fait. Ce n'est pas déjà fait. En fait. Donc on n'arrive pas dans un endroit déjà conquis, qu'on connaît. Au contraire, on ne connaît pas, on ne connaîtra jamais. Voilà. Et le titre qui fait référence à pas aveugle, donc c'était la façon dont étaient faites les photos, mais c'est aussi nous, c'est aussi nos pas aveugles qui ne voyons rien d'une certaine façon dans ces endroits. Donc c'est un peu ça, je peux répondre comme ça dans une première rapidement à votre question. Mais comment conserver ça au montage? Parce que je raconte une histoire, donc on Ouais. reconstitue au montage, on fait des prises, j'ai fait plusieurs prises, des fois je reprenais, des fois je dis ça c'est pas clair, on va le reprendre, etc. C'est pas un reportage, hein, c'est un film qui est mis en scène, qui est travaillé, la plupart des plans sont pensés à l'avance, etc. Donc on essaye de les faire, si ça fonctionne pas on les refait, puis après c'est au montage qu'on reconstitue en fait et nos dialogues et surtout nos recherches. En fait. C'est voilà, c'est pas c'est pris sur le vif en ce sens que je mets en mouvement une discussion, mais si ça fonctionne pas, on la refait. C'est-à-dire, c'est pas du direct. Quoi. C'est pas, on peut reprendre, on peut reconstruire, voilà. Et puis le film petit à petit fait une variation comme ça, un peu monte comme ça dans une variation, en essayant de créer une dramaturgie et une émotion qui va de plus en plus grande, parce qu'on va dans des images de plus en plus difficiles à regarder et de plus en plus complexes d'une certaine façon. Donc c'est aussi ça le mouvement général du film. En fait. Donc voilà, et donc filmer, c'est aussi énormément de préparation. Moi, je vais jamais filmer si je suis pas allé plusieurs fois. Moi, dans ces endroits où on a filmé, j'y suis allé au moins à chaque fois une dizaine de fois avant, si ce n'est plus, pour les appréhender en fait. Parfois seul, parfois accompagné, parfois sans faire d'image, parfois en faisant des images. Voilà, c'était tout ce travail-là en fait. À pas aveugle, le film sort dans 2 jours, le 15 mars, et il est réalisé par Christophe Cognier, qui était là pour nous en parler. En tout cas, merci beaucoup, c'était intéressant. Et j'invite celles et ceux aussi donc à aller voir le film. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous, Christophe. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.